Let's go. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux personnes qui sont très très fortes dans leur domaine et qui font un gros boulot sur le côté closing. C'est pour vous aider un peu une idée, parce qu'il faut quand même que je leur explique, les gars, c'est que ce podcast s'est organisé tellement vite. C'est parti d'un DM que j'ai envoyé à Enzo, qui a été archi réactif. J'ai dit, écoute, est-ce que t'es chaud pour un podcast? En gros, il m'a dit, bah écoute, chaud, let's go. Il a créé le groupe WhatsApp, ça s'est fait, et puis ça a été super smooth. Les gars, comment vous allez? Ça va au top et toi, Mehdi? Ça Ça va nickel, au top. ça va au top. Même si on s'est déjà parlé Ouais. avant le truc, Ouais. on fait semblant comme d'hab. Les gars, je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas, et puis let's go. Yes, bien Ça sûr. marche. Je te laisse introduire Enzo ou j'y vais? Non, non, tu peux démarrer, puis après j'ajouterai si besoin. Ça marche. Du coup, Enzo et moi, on est dans le closing maintenant depuis quelques années. Enzo, il a commencé avec de l'infoproduit, moi en tant que closer directement. Aujourd'hui, on a cofondé Ascendia, donc c'est une agence de consulting en vente qui tourne à peu près à 150K par mois en ce moment. Et en parallèle, on est Head of Sales de Marvin et Mikaou et d'autres structures pour un total de 25 millions d'euros par an managés de sales. Ok, donc ça, c'est ce qui est managé au total, du coup, sur vos deux sales teams. Ouais, trois. Exactement. Trois Trois sales estimes. teams On a sous un gestion. troisième. Ok. Mm. Ouais. Ok, ok, top. C'est intéressant parce que du coup, on a quand même deux parcours différents. Donc, toi qui as commencé direct en tant que sales et Mm. Enzo directement sur l'infoproduit, comment ça s'est passé? Comment vous voulez un peu décrire ça? Hmm, Moi, j'ai démarré dans l'infoproduit, dans le e-commerce sur Amazon FBA. En fait, j'étais CSM dans un programme. Et en fait, en tant que CSM, je devais forcément vendre. En fait, les personnes, elles avaient mal structuré l'entreprise. Donc, j'étais à l'acquisition et au back-end. Du coup, je me suis fait mes premières armes de closing en étant CSM sur une offre Make Money B2C, qui est pour moi un des marchés les plus compliqués quand on démarre, surtout parce que tu as le shiny object, les gens qui cherchent l'opportunité. Enfin, vraiment très compliqué. Ensuite, bah, du coup, vu que j'étais pas trop mauvais en closing et puis en acquisition, j'ai fait le fameux parcours coach de coach en scaling. Et il y a un truc qui m'avait énervé à l'époque, c'était de me dire, bah ouais, c'est un espèce de Ponzi, quoi. Tout le monde fait la même chose. Il n'y a pas de réelle plus-value. Et vu que je voulais vraiment me spécialiser dans la vente, Kylian et moi, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se côtoyer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un truc qu'on dit tout le temps en podcast. J'ai pris 2 3 heures de consulting avec Monsieur Baud pour me perfectionner. Parce que lui, il était closer et je voulais vraiment la vision pure d'un sales. Et puis, de fil en aiguille, vu que j'ai commencé à délivrer des personnes qui connaissaient Marvin, qui connaissaient Mika ou d'autres gens et qui a eu de grosses satisfactions clients, on nous a fait des propositions naturelles pour manager les sales teams. Et auquel cas, j'ai appelé Monsieur Baud, qui était déjà avec moi sur Ascendia, pour aller co-manager ces entreprises. Ok, donc en fait, au final, ça a été un peu une conséquence logique, le fait que du coup, vous ayez la partie sales, que ça a bien perf, en fait, du coup, de fil en aiguille, il y a eu de l'écho qui a fait que du coup, vous êtes Exactement. appelé. Ok, intéressant. Euh, Monsieur Baud, comme il a dit Ouais, Enzo, je le fais sur ça. c'est quoi Kylian, toi, ton parcours un peu niveau closing, comment ça s'est passé? Comment t'as atterri là-dedans, tout simplement? Ouais, alors rien à voir de base. J'étais banquier privé junior à Genève et j'ai un de mes meilleurs amis, donc Mathis, maintenant qui est closer chez Ultra. Il est en train de passer top closer. On l'a implémenté il y a quelques semaines avec Enzo. Donc il closait chez Rémi Jupy. Il avait commencé depuis quelques mois. C'est un infopreneur qui aide à développer un business d'infoproduits high ticket. Et en fait, je voyais qu'au bout de 3 mois, il faisait 7-8K par mois. Où moi, j'avais mon salaire de 5-6K, mais je bossais du matin au soir, ça me plaisait pas. Il y avait les transports et j'en pouvais plus. Et il y avait une story de Loïc Bourget, à l'époque, qui lançait Liberty Cash, ça s'appelait. Pareil, infoproduit à étiquette, il apprenait à créer une audience et la monétiser. J'ai postulé, j'y suis allé au bluff, j'ai dit, bon, bah, je suis closer depuis X temps, j'ai eu X résultats, c'était pas vrai du tout. Et du coup, bah, il m'a donné ma chance. J'ai posé ma démission le lendemain à la banque pour démarrer chez Loïc. Donc vraiment, du jour au lendemain, j'ai pris un gros risque. On était un jeudi, je me souviens, et j'ai commencé à prendre des calls le lundi. Mathis, il m'a formé pendant 4 jours. Lui, il faisait déjà ça depuis quelques mois. Et j'ai eu des bons résultats. J'ai été top closer, du coup, bah, les 2 mois où je suis resté. Et après, il y a une place chez Rémi, justement, qui s'est libérée. Donc, Ok. Mathis m'a fait rentrer. Et donc, je suis passé Head of Sales au bout de 6 mois. J'ai fait 3 ans, du coup, avec lui en tant que Head of Sales et top closer. Et par la suite, on a cofondé Ascendia avec Enzo. On a rejoint Marvin et Mika. Mais je suis resté vraiment très longtemps avec Rémi et Loïc au démarrage. Ok. Alors, petit disclaimer pour l'audience, euh, on incite personne à mentir sur vos débuts, etc. Mais là où c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que, par exemple, moi, tu vois, typiquement, je dis jamais aux personnes de mentir. Parce que, Ouais. bon, entre guillemets, même religieusement, etc., parlant. Mais il y a ce principe, tu vois, qu'on retrouve beaucoup en closing, c'est
qu'on se base sur le nombre d'années d'XP, peut-être des fois sur l'âge, etc., pour se dire, ouais, c'est un bon 16 alors que c'est pas du tout une bonne data pour moi. Pour moi, encore plus aujourd'hui, le marché du closing, ça se joue à l'humain, c'est du soft skills. Pour moi, c'est de l'humain pur et dur. Le reste, tu l'apprendras sur le tas. Tu vois, les patterns, etc. C'est un truc que tu apprends, les analogies, tu les apprends, et c'est avec le nombre de calls que tu prendras. Mais au final, on voit qu'un parcours comme le tien, où tu avais zéro bouteille de base, après, tu Mhm. avais quand même du contact client, non, en banque? Ouais, bah du coup, en plus, c'était des gros clients, donc c'était, je crois, 5 millions minimum à investir chez nous. C'était un petit family office pour démarrer, donc il y avait quand même une certaine tenue à garder, de la relation. On ne doit jamais dire non aux clients, donc j'étais habitué à avoir ça déjà un petit peu. Ouais, donc toi, tu avais cette approche sociale, on va dire, où bah, je Ouais, pense ouais, que quand tu as une pression telle, tu développes une aisance, tu vois, mhm. sur des profils moins complexes. Parce que forcément, une audience B2C, c'est pas des gens qui ont 5 M à poser, tu vois. Carrément, puis il y a des nuances, c'est que déjà, bah, j'ai dit que je faisais ça depuis quelques mois, j'ai pas dit ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai eu X résultats dans X écosystèmes. En fait, je me suis resservi des points de Matisse qui lui faisait réellement ça depuis quelques mois. Je savais que si j'étais pris, il allait m'assister pour que je step up, j'étais pas tout seul. Et c'est aussi une période vraiment différente. C'était en 2022, le marché du closing en 2022 et maintenant, c'était deux choses totalement différentes. C'est Il n'y avait pas lunaire. la même facilité à closer. Moi, je sais pas vous, je prends mon cas, par exemple, moi, aujourd'hui, j'accompagne les gens depuis 2023. Moi, quand je closais à l'époque, c'était vraiment, quand je dis que c'était la guerre des étoiles, c'est que un closer qui sort un mois à 100K, c'était très solide. C'était vraiment fort parce que, alors, dites-moi si je me trompe, hein, peut-être que c'est moi qui suis un peu décorrélé ou quoi, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce truc-là de beaucoup de challenges, beaucoup de webinaires. Euh, Hmm. pour moi, le marketing à l'époque était très bricolé. Tu avais un peu d'organique, tu bricolais un peu les ads, tu faisais un peu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les closers, je pense dites-moi si je me trompe, on est sur un marché où ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent en closing, à mon humble avis, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était beaucoup plus dur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse Ouais, je suis répondre. assez d'accord. En fait, Hmm. Pas Je partiellement suis d'accord. d'accord, pas d'accord. Pour moi, c'est polarisé. En fait, les très bons closers, en fait, ils vont prendre 90% des leads du marché parce que bah, il y a vraiment des choses qu'ils ont développées, parce qu'il y a de l'expérience, il y a des soft skills. C'est souvent aussi des personnes qui ont un très bon humain. Vu qu'il y a un retour vers de plus en plus l'IA ou ce genre de choses, La bah, une confiance. personne qui est drastiquement humaine, bah voilà, en call, les gens ils se sentent écoutés, ils achètent 3 fois plus facilement. Maintenant, vu que du coup le marché il est sophistiqué, on a aussi des leads plus sophistiqués, des gens qui connaissent le closing et qui connaissent aussi ce qu'est un appel de closing, ce qui n'est pas foncièrement un problème, mais c'est un problème pour des personnes qui ne savent pas closer ou qui sont moyens closers, parce que du coup Hmm. ils tombent dans des pièges où ils sont pas bons. Mais sinon, je suis d'accord. Ok, ouais, non, 100%. Kylian, toi, ton avis? Je pense qu'un peu le même, peut-être. Ouais, 100%. En fait, pour moi, là où avant, bah, chaque closer pouvait se partager le marché. C'est-à-dire, les gens, ils savaient pas, les leads, ils savaient pas ce que c'était un appel de closing encore il y a quelques années. C'était plus simple pour moi de closer, mais plus difficile de faire beaucoup d'argent. Donc, c'est deux nuances. En fait, où les closers, ils se partageaient le marché, pour moi, les très bons, là, ils vont tout prendre aujourd'hui, alors que les mid, ils vont être sur des offres, ils vont prendre 2 3 000 euros par mois. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas, vous, j'ai un point de vue qui, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un phénomène un peu comme aux US où tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui, enfin, je pense que, que closer, ça va devenir un métier beaucoup plus mainstream Mhm. et que je pense qu'on va avoir aussi une grosse, et on l'espère aussi, mais une grosse redirection des richesses de tout ce qu'elle a en école de com avant vers les écoles de closing, entre guillemets. Peut-être comme moi, mais pour le coup, moi, je suis vraiment plus dans ceux qui sont from scratch. Et vous avez du coup ceux qui sont dans le step juste après moi, entre guillemets. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de redirection vers nous, vers nos structures à nous. Parce que les gens, ils vont se dire, attends, je paye, je sais pas, genre 10 30K l'année, 50K l'année. Là, entre 3 et 5K, entre guillemets, bah, j'ai accès à ça. Pour beaucoup moins et pour beaucoup plus de reward, bah go, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Mhm. Ouais, ouais. 100%. Vas-y, Kylian. Ouais, j'allais dire 100%, puis on le voit aussi au niveau des chiffres. J'ai plus la stat exacte, je m'en étais servi pour une vaisselle, mais je sais plus de combien de centaines ou de dizaines de milliards sur l'e-learning chaque année avec une croissance exponentielle. Et on voit que ça fait que monter encore et encore. Autant sur les réseaux, bah, on voit, en fait, c'est polarisé. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont là à investir dans beaucoup de formations, d'accompagnement pour vraiment step up et performer. Et de l'autre côté, encore une fois, bah, il y a ceux qui disent que c'est du bullshit, qu'il ne faut pas investir. Mais on a de plus en plus de personnes, en tout cas, qui s'intéressent à la formation, à l'accompagnement en ligne pour moi.
En fait, on dirait que ça devient. Bah, vas-y, pardon, Enzo. Non, non, j'allais dire, j'aurais pas dit mieux. En fait, genre, c'est comme les écoles de co, en fait, c'est des incubateurs maintenant, donc ça fait toute la diff. Bah, surtout qu'en fait, quand tu vas en école de co, souvent, bah, tu vas pour le network. Sauf qu'aujourd'hui, le network, il a plus la même valeur qu'avant. Et les gens se rendent de plus en plus compte du scam qu'est le scam qu'est le cursus classique, tu vois, finalement. Tu vois. Euh, Hmm. Parce que les gens ils se disent, ah ouais, en fait, c'est pas forcément ça. Et il y a d'autres possibilités. Alors qu'à l'époque, les autres possibilités, c'était pas qu'on y croyait moins, mais on se disait, ouais, non, ça reste quand même assez marginal. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur un truc où combien de gens qui closent aujourd'hui, c'est incroyable. Mm. 100%. C'est quoi toi ton cursus d'ailleurs? Je remind le podcast. Ouais, non, non, 100%. Moi, en fait, bah, pour un peu le visuel, moi, à la base, j'étais pas du tout issu de ça. Moi, à la base, j'étais joueur de rugby de Ok. haut niveau. Donc, moi, je suis vraiment issu du sport de haut niveau à la base. Bah, j'ai fait pas mal de clubs pro. Et Mhm. bah, en fait, j'ai vu que j'avais pas signé pro. Je sentais un peu le truc arriver. Donc, tu dis, OK, faut trouver un moyen d'eux. À l'époque, j'avais déjà quand même pas mal de responsabilités. Et donc, j'ai commencé, moi, à la base, l'entrepreneuriat. Vraiment, j'arrive de très, très loin, tu vois. J'ai d'abord fait une dark kitchen. À l'époque, j'ai pris d'ailleurs le premier infoproduit d'un entrepreneur qui était. Si à l'époque, c'était Fortumedia. Fortu Média, Mano à la branche, j'en étais Ouais, sûr. voilà. Bon, aujourd'hui, forcément, je suis plus du tout aligné avec ce qu'il fait parce que forcément, il fait un truc qui n'a rien à voir avec mes principes, tu vois. Mais à l'époque, c'était le premier à faire de l'infoproduit, tu vois. Faire de l'infoproduit, etc. Donc, j'ai dit, bah, j'ai pris à l'époque une de ces formats. Et euh, pour le coup, bah, c'était un gros échec parce que c'était une Dark Kitchen. Mais Dark Kitchen, à l'époque, moi, je vendais pas d'alcool, donc je me suis fait éteindre. Je pense que ça a été en partie ça. Après, je me suis redirigé. Et moi, j'ai pas atterri directement en closing. J'ai d'abord commencé en cold calling. J'ai pris une formation en SMMA. Ok. D'accord. Ah ouais, la classique, l'Ayman. Ouais, la classique. Et en fait, bon, d'ailleurs, je m'étais fait scam. À l'époque, ils demandaient en gros le budget du prospect et ils te mettaient un prix en fonction de ton budget. Ok. Donc, en gros, le même product, en gros, bah tiens, toi, tu payes 200 balles, l'autre, il paye 1000, tu vois. Ouais. Price à la tête. Et après, bah, ça, c'est une dinguerie, tu vois. Et quand ça, c'est arrivé, bah, c'est relou quand ça arrive. Mais c'est l'école de. Ah, c'est l'école du sales, hein. Enfin, c'est l'école de la vie presque, parce que le cold call à froid, comme ça, sur du B2B, un jour, t'as la secrétaire, un jour, t'as le founder, mais en plus, c'est que des dirigeants qui sont âgés, tu vois. Parce qu'en fait, ils gèrent des boîtes, c'est des piscinistes, des cuisinistes, les mecs qui sont 40, 50 ans. Là, l'approche, tu vois. Donc, ça a beaucoup appris. Et après, j'ai débouché sur la partie closing. Et Ouais. moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'en fait, à l'époque, je développais déjà une personal brand, mais sans trop le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé un peu à développer une brand dessus, et moi, je me faisais démarcher par l'infopreneur. Donc, une de mes premières offres, ça a été dans le coaching sportif, où j'avais été démarché. Mhm. Euh, et après, du fil en aiguille, bah, c'est comme ça que j'ai fait du coaching sportif. Après, j'ai débouché sur du B2B, mais sur du B2B ici, c'était pas forcément du B2B ici, mais en gros, c'était peut-être les personnes à se lancer un business. Donc, c'était du B2C pour qu'ils aient dans du B2B, on va dire. Donc, c'était du make money. Ok. Et j'ai comme ça qu'entre guillemets, j'ai fait le gros de ma carrière sur cette offre-là. Et voilà, quoi. Après, de fil en aiguille, bah, moi, forcément, à l'époque, j'avais eu des stats. Les gens, quand ils voient les stats, ils veulent se faire coacher par toi. Et de fil en aiguille, après, j'ai monté la structure Elevate Sales Mhm. pour par la suite former les gens qui partaient du salariat ou qui partaient de rien avoir, étudiants ou quoi, à se lancer en closing. Et après, pour ceux qui veulent faire les steps d'après, quoi. Voilà un peu le cursus. Ok, Ah, mais nice. c'est un Et d'ailleurs, cheat code. j'avais été sales avec. Ah, pardon, dis-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, c'est juste un cheat code quand tu as fait du call calling. Bah, quand tu arrives dans du closing derrière, où c'est Ouais. les leads qui prennent rendez-vous avec toi, c'est deux mondes. Tu te balades. Bah, te dire à l'époque, bah, d'ailleurs, ouais, enfin, c'est clairement ça. J'avais été, bah, du coup, sales chez Ultra à l'époque où il y avait, Mhm. sans citer son nom, mais en gros, on avait la conférence. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait closer le workshop. À l'époque, il y Mhm. avait un workshop, du coup, qui faisait Ultra. Donc, c'était genre, c'était sur un ou deux jours, si je me trompe pas, Ouais. je l'ai plus en tête. Et en gros, je ramenais genre entre 10 et 20 entrepreneurs, je crois. Et après, le but derrière, c'était de pouvoir les upsell potentiellement. C'était soit le mastermind à l'époque. euh, Mhm. C'est le club d'affaires en fait avant. Ouais. Ouais, voilà. Et le but, c'était de les upsell sur des grosses journées de value. Du coup, il y avait Mason, il y avait Marvin, il y avait aussi JC, du coup. Ouais. Et une autre personne aussi, je crois, sur la partie un peu RH recrutement, si je ne me trompe pas. J'ai plus son nom. Et voilà, donc c'était des belles journées. Et à l'époque, après ça, fallait qu'on, sur base de liste,
qu'on Mhm. book en tout cas, c'était une conférence où il y avait- c'était où? C'était une conférence pour Oussama Hamar, tu vois. Ok. C'était une journée sur OBX, grosse conférence, et là, on devait call de la liste. Et en fait, quand tu calls de la liste comme ça, et que tu as goûté avant cold call, tu peux te dire, mais en fait, ça, c'est le jour et la nuit. Parce que entre cold call, un truc qui a été scrappé sur Google juste avant, et une liste de personnes qui ont été éduquées, qui ont peut-être potentiellement même déjà acheté un produit, je fais la diff. Et, je sais pas vous, je pense qu'on a un phénomène aussi de closer princesse, c'est que, et moi, enfin, ça rend ouf. Je vois que c'est un truc que vous voulez parler, mais c'est des gens qui ont fait que du challenge toute leur vie, qui ont été habitués à faire que des calls faciles. Et dès qu'il faut aller chercher du lead par soi-même, dès qu'il faut un peu retrousser les manches, ouais, mais non, je fais pas. Non, C'est mais lunaire. 200%. Euh, c'est la même chose avec certains setters, même sur le marché, mais ça l'est un peu moins. Mais oui, il y a des closers qui sont habitués à être top closers de la structure depuis 6 mois, 1 an, qui sont connus de l'infopreneur. Nous, avec Kylian, quand on arrive dans une sales team, la première chose qu'on dit aux sales, c'est nous, on vous connaît pas, on regarde que la data. D'une semaine à une autre, il y en a un qui peut passer prio haute et l'autre prio basse. Tu peux être le top closer depuis 1 an. En vrai, on s'en fiche. Nous, on Ouais. regarde la target de la data, mais ouais, on a eu des propositions de sales team, sans citer le nom, Kylian, tu vas voir de qui je veux parler, dans la santé, dans un milieu qui est vraiment peu orthodoxe dans le closing. Et c'était des closers qui demandaient que le prix soit annoncé avant le call, ainsi que les modalités de paiement, et que ça soit creusé. En gros, ils faisaient de la collecte de paiement et ils étaient payés 12%. Et nous, on était en folie, tu vois. Ouais, caissier, quoi. Ouais, Mais ça ne sert à rien. Et puis même quand on a fait, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'était du R1, R2 pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il fallait prendre 10 calls pour aller chercher un close. Donc c'était long, c'était fastidieux. Il y a des personnes, des fois, qui nous demandaient si on n'était pas le réparateur de télé, qui savaient même plus qu'ils avaient rendez-vous alors qu'ils avaient booké la veille. Enfin, c'était n'importe quoi. Et des fois, on voit avec Enzo des closers qui ont 30 à 40% de taux de closing, qui sont sur de l'organique et qui arrivent à se plaindre de la qualité des leads. Mais ça, c'est juste pas acceptable. En fait, pour nous, à partir du moment où le call, il sait qui on est, c'est-à-dire il se souvient qu'il a booké un rendez-vous et qu'il n'a pas un numéro africain, bah, c'est un call qui est qualifié et c'est tout. C'est la responsabilité du closer derrière. Hmm. Après, on est sur un marché où je pense que tu as beaucoup moins de droit à l'erreur sur les process en termes de show-up et tout. Parce que des fois, même si tu du quali, les gens sont tellement submergés d'informations que si le process n'est pas bon ou que tu laisses passer les choses, tu zappes. Et les gens, ils zappent le call et au final, ils viennent pas. Mais ouais. Mais est-ce que vous, c'est. Parce que là, tu as déjà un peu répondu. Pardon, tu as déjà un peu répondu. Pour moi, ça. Est-ce que pour vous, c'est pas un truc qui vient beaucoup de la culture de boîte? Pour moi, si. Si. Mhm. Ouais, c'est l'esprit. En fait, il y a un truc que Iman Gadzhi, enfin que le HOS de Iman Gadzhi disait beaucoup, c'est ce qui compte, c'est l'équipe. Tu peux avoir le top closer d'une structure, s'il met la mauvaise ambiance dans la structure, il a beau closer 10% de plus que tout le monde, ça vire. Et donc, c'est à quel point aussi, tu vois, nous par exemple, bah, chez les sales teams qu'on manage, les trois qu'on manage, je crois que j'ai jamais vu une culture d'entreprise aussi forte où tu as des sales qui sont prêts à prendre des calls à 23h30 parce qu'il y a un problème de calendrier, ou qui vont faire des rappels de no-show en masse pour booker. Et en vrai, l'argent, c'est des sales qui sont déjà bien payés. Ce qui les fédère, c'est juste que c'est soit des anciens clients ou qui kiffent la brain du founder. En fait, ça s'arrête là. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le 20-80, c'est le team building, quoi, ça fait vraiment tout. Donc, est-ce que ouais, pour toi, on est sur un truc où. Et moi, c'est mon avis, c'est que je pense que quelqu'un qui est vraiment qui est prêt à mouiller le maillot, qui est vraiment en pirate, vaut mieux que quelqu'un qui a même peut-être qui a même plus d'XP sur le papier, ou même plus de pseudo-bouteilles en closing, tu vois. 100%. C'est à quel point c'est une priorité, à quel point le closer il a la dalle, pour utiliser des mots plus familiers. Typiquement, j'ai déjà vu des closers qui faisaient ça depuis 5 6 ans, qui ont un événement familial, typiquement un enfant ou alors autre chose, ou qui sont moins drivés par l'argent parce qu'ils ont gagné beaucoup, enfin beaucoup au bout de quelques années. Donc vu qu'ils ont plus la dalle, bah, ils closent moins. Ils ont les mêmes compétences, ils n'ont pas perdu, mais ils ont plus cette envie d'aller chercher de l'argent. À l'inverse, des fois, on a des closers qui ont démarré depuis 3 4 mois, qui veulent faire leurs preuves, changer de vie, qui se donnent à 200% et qui vont chercher des meilleurs taux de closing. Ouais.
il y a un truc qui est important dans le recrutement, c'est de recruter que des sales qui font une main offer, qui n'ont rien d'autre à côté. En fait, c'est tu closes pas, tu manges pas. Du coup, tu vas finir par closer. C'est juste, c'est l'état d'esprit de base, tu vois. Donc, ça pour moi, c'est la base. Tu peux pas En, sinon. en gros, pour toi, un closer, c'est all-in. Et toi, est-ce que vous êtes de l'école de se dire, il all-in une offre? Ou est-ce que, qu'il ait deux offres s'il n'y a pas assez de call? Ou est-ce que le problème, c'est qu'il soit sur une offre où il n'y a pas assez de call? Kian, tu veux répondre? Ouais, pour moi, un closer, c'est all-in. Enfin, si tu veux le meilleur player, il faut que tu aies un closer all-in. Du coup, bah, si tu n'as pas assez de calls, c'est ta responsabilité de lui donner le bon écosystème pour qu'il puisse être all-in avec toi. En fait, c'est pas sa faute s'il peut pas être all-in, c'est la tienne, c'est à toi de lui apporter du call et le bon écosystème pour. Hmm. Et puis c'est à toi aussi en tant qu'infopreneur de te dire, ok, j'ai pas plus de 3 call day. Je suis en dessous de 30K par mois, j'ai déjà des mauvais taux de closing, mon marketing il est pas bon ou autre. Bah, je vais pas recruter un sales, c'est prendre le problème au mauvais endroit. Alors, non, déjà il faut que tu aies des meilleurs process, ou alors que tu aies un panier moyen plus élevé, un meilleur cash collecté ou ce genre de choses. Mais en tant que sales, ça fait aussi partie du taf maintenant avec toutes les offres qu'il y a sur le marché. Savoir trouver la bonne offre pour soi, pour pouvoir performer, c'est devenu un taf à part entière aussi. C'est du RH en fait. Ouais. Puis même, tu sais, quand tu disais les personnes qui ont peut-être déjà des fois des événements familiaux, etc., je pense que c'est une question de... Je pense que pourquoi ils doivent changer avec le temps. Parce qu'au début, tu as la dalle de je dois m'en sortir. Et après, bah, concrètement, admettons que tu l'aies plus, cette dalle-là, mais c'est un pourquoi qui est peut-être plus grand, tu vois. C'est trouver des raisons d'aller chercher du cash. Parce que forcément, quand tu as du cash, tu peux aider les gens autour de toi. Tu as plus de moyens d'eux. Et même si c'est plus une envie individuelle, elle devient collective. Et je pense que c'est aussi avec le temps, tu vois, que tu as ça. Bien sûr. Est-ce que vous voyez des patterns un peu peut-être répétitifs de vous dites, je sais pas, ce closer-là, c'est un père de famille. Il va peut-être mieux closer que quelqu'un qui a peut-être pas de famille à charge. Comment est-ce que vous avez un peu ce truc-là? Hmm. Pour moi, ça dépend de l'ICP en fait, de l'avatar en face. J'ai vu des closers qui ont closé pour genre 4, 5 millions, mais par contre, ils ont closé que sur du make money. Tu les passes en fitness, c'est les pires closers que j'ai jamais vus. Tu vois, ce truc tout bête. Euh, donc, je pense que c'est en fonction de l'avatar et puis même, en fait, en fonction d'un certain âge, tu peux plus aller sur certaines offres, c'est mon point de vue. On a des sales qui sont très bons, notamment on va prendre Ultra et Mika, pas du tout le même avatar type. Bah, je peux pas prendre un sales de chez Ultra, le mettre chez Mika, et prendre un sales de chez Mika, le mettre chez Ultra. En fait, ça va, ils vont pas être bons. C'est aussi savoir ce qui est bon pour soi, tu vois. Après, je sais Ok. pas ton avis, mais Moi, mon avis, c'est que je pense que ça va dépendre de la maîtrise. Bah, je pense que je te rejoins aussi, mais je pense que ça dépend aussi de la maîtrise des fondamentaux. Euh, Parce que typiquement, si je prends un peu enfin, parcours que moi j'ai pu avoir, moi j'ai beaucoup switché entre B2C et B2B. Mhm. Et donc, Mhm. quand tu as une grosse maîtrise des fondamentaux de base, bien sûr, il faut vraiment que tu aies une vraie compréhension, comme tu as dit, de l'ICP, de l'avatar et tout. Mais je pense que du moment où tu maîtrises les fondamentaux, tu peux switch le mec. Alors, il y a un temps de changement, il y a un temps de switch. Mais je pense qu'aujourd'hui, un bon sales, que ce soit un sales de chez Mika ou un sales euh, de chez, euh, de Ultra. chez Ultra, je pense que dans tous les cas, tu peux les mettre. Maintenant, pour moi, le switch va être. Là, je suis en train de faire une comparaison de ce que c'est plus facile de switcher de chez Mika à Ultra ou de Ultra à Mika. Je pense de... Pour moi, de Mika à Ultra. Ouais. Ah, ça En dépend. vrai, ça se tape, c'est un vrai débat, hein. Là, Mais c'est un vrai débat. non, en vrai, si t'es bon en sales, tu es bon partout. Mais après, est-ce que c'est le plus optimal sur le court terme? Pas sûr. Après, il va s'adapter à l'offre, en fait. Mais En fait, c'est c'est ça. toujours une question de psychologie humaine. Un bon sales, il peut closer partout. Au-delà de ça, il y a l'aspect être drivé. Typiquement, je pourrais closer moi sur une offre fitness. Bah, je sais que j'aurai des bons taux. Maintenant, ça me drive pas. Je m'embêterai dessus. J'ai toujours fait du Ouais. make money, c'est ce qui me passionne. J'ai un business, je fais ça depuis des années, donc j'adore ça. Donc je suis drivé. Au-delà même du résultat de la vente, bah, je kiffe échanger avec l'entrepreneur que j'ai en face de moi, comprendre ce qu'il fait, le challenger. Quelqu'un qui veut perdre 10 kilos. C'est cool, hein, c'est aussi l'aider, mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Et pour moi, quand tu vibres pas dans ce que tu fais, tu es mathématiquement moins bon, même si tu as les mêmes compétences. Ouais. Euh, ouais, 100%. Bah, d'ailleurs, je reviens sur ce que je viens de dire. Je Mhm. pense que c'est plus facile d'Ultra à Mika que l'inverse. Parce Oui. que pour moi, en gros,
C'est ça, de chez Mika Ultra, il te manque peut-être des notions et un bagage business qu'il faut apprendre. Et en fait, pour passer de Mika à Ultra, tu dois apprendre. Alors que de chez Ultra à Mika, t'as pas besoin d'apprendre. T'as déjà. C'est juste pour moi une adaptation de posture. Ouais. En fait, face à ça, t'as deux types de personnes. Mec, rend fou, tu sais. Ouais. Non, non, en vrai, ouais, possiblement. En fait, faut voir aussi physiquement les sales de chez Ultra par rapport à l'avatar en termes de retour, parce que on a un avatar très jeune chez Mika. Les gens pensent souvent que c'est du 18 ans. On va taper du 16 ans parfois, voire même du 14 ans. Donc, quand t'as un sales qui a 45 ans et toi, Ouais, t'as c'est en fit, 14 quoi. piges, ouais, ouais, tu vois, ça Et donc, dépend. je pense que ça match moins un profil qui est très âgé face à un très jeune. Non, je pense que bah, de toute manière, il vaut mieux ça que l'inverse, mais ça sera pas optimal, encore une fois, tu vois. Ouais, parce que Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc de. Il peut y avoir cette chose de la part du prospect. De toute façon, il me comprend pas. C'est pas quelqu'un de. Tu vois, Ouais, il est trop loin de moi pour comprendre ce que je vis, ce que je c'est ça. suis et puis ce que je vis au quotidien, tu vois. Trop loin de sa réalité, ouais, et carrément. ce qui est bien, c'est que bah là, typiquement, après, il y a des exceptions, donc c'est top. Mathis, il a 23 ans, là, il est en train de passer top closer chez Ultra. Et d'ailleurs, il a fait un close pendant qu'on. Je lui ai envoyé le lien de paiement, il a fait un close pendant qu'on parlait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il a 23 ans et pour autant, il a l'ICP donc de Ultra. Mais en fait, c'est ce qui est bien, c'est que Marvin, le founder, il a 28 ans. Donc en soi, ils sont pas très loin, il y a aussi ça qui joue. Et Mathis essaye de s'en servir comme une arme. Typiquement, bah. Qu'est-ce que tu préfères, quelqu'un qui a réussi à le faire en X années, tu vois, qui a 40 ans, ou au contraire, quelqu'un qui l'a fait deux fois plus rapidement à l'âge de 28 ans? Ah bah, à 28 ans, pourquoi? En fait, on s'en sert comme une force, là où c'est une faiblesse de base. Mhm. Ouais, là où ça pourrait être peut-être de la part du. Surtout d'un avatar qui est quand même plutôt âgé. Sur ouais, bah, peut-être qu'est-ce qui me fait dire qu'il a de la bouteille nécessaire enfin, pour ma boîte à moi, etc. Et aussi le gros avantage que bah il a une grosse social proof quand même, tu vois, sur Marvin. Ouais. Donc en fait, Donc, et moi aussi j'aimerais enfin votre avis là-dessus, mais je pense qu'on sera 100% d'accord. C'est que si pour l'instant ça va le faire, je pense, mais je donne peut-être pas 5 ans avant que si t'as pas de personal brand, ça soit très 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 dur pour toi. ouais, Ouais, enfin, ça fait tout. C'est à la fois pour bah, vendre, acquérir des prospects, ça c'est la base. Mais au-delà de ça, si t'as pas de brand, tu peux pas fédérer une équipe, tu peux pas recruter, tu peux pas monter des systèmes, des process. Même personne ne veut te voir en podcast ou te regarder. Et c'est comme un média, ça c'est devenu un média, être une personal brand. Donc je pense que c'est déjà quasiment, c'est pas mort aujourd'hui, tu peux toujours t'en construire une. Maintenant, dans 5 ans, si on prend vu que c'est exponentiel, les acteurs sur les réseaux et le monde, ouais, je suis d'accord avec toi, ça va être trop compliqué. Enfin, ça va être impossible même. En fait, c'est pas que ce serait impossible, c'est que si tu démarres dans 5 ans, ça va être dur, je pense. Mais plutôt tu démarres, mieux c'est. Mais en fait, je sais pas comment expliquer là. Je sais vraiment pas comment poser ma pensée dessus. En Je- vrai, peut-être que c'est une croyance, hein. Regarde, il y a 2 ans, 3 ans, les gens qui étaient pendant le confinement ou autre, c'était en mode des années, ça va être trop dur. Bon, là, le marché, il est sophistiqué. Mais du coup, il y a un truc hein, que j'ai remarqué, c'est que les mecs de 16 17 ans, moi j'ai 20 ans, je dois être le plus jeune de ce call, euh, ils sont déjà ultra sophistiqués par rapport au marché. À 16 17 ans, tu prends les mecs en 2020 allez, en 2023 sur l'infoproduit, ils n'étaient pas aussi éduqués. Tu vois? Il y en a, Mhm. ils ont déjà regardé 23 Miro de Mathis Clouet, ils ont lu One Million Offer d'Alex Hormozy, ils ont 18 ans. Tu sais, c'est plus pareil. Donc, est-ce que ça va pas se reproduire? C'est différent, je pense. Ouais, en fait, c'est à voir. Parce que même moi, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que plus on va avancer, plus il va falloir que les sales ils build leur personal brand. Leur propre personal brand. Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, Je pense pas que, 100%. et je pense que c'est même un peu avant-gardiste de dire ça aujourd'hui. Mhm. Mais je pense que peut-être sur Ah, 5 c'est vrai. 10 piges, en tant que sales, il te faudra ta personal brand. Ouais, parce que le plus dur pour eux, c'est de trouver une mission, enfin le bon écosystème. Typiquement, on a des closers qui sont trop forts, mais qui sont dans des écosystèmes qui sont pas bons, parce qu'en fait, ils n'ont pas la visibilité nécessaire. Typiquement, je pense à Alan, on l'a accompagné il y a Ouais. quoi, il y a un mois et demi maintenant. Il prenait 2 cas par mois alors qu'il était excellent. Là, on l'a juste switch chez Nika, il va prendre 10 12 cas par mois. Oui, on l'a train un petit peu, il y a eu
quelques semaines de training, je veux dire, mais il était déjà bon à 85%, là il est à 95%. C'est pas ça qui a fait qu'il a x6 sur ses revenus. Tu vois. Hmm. Pour moi, la majorité de la réussite d'un sales, c'est on devait prendre un ratio et que vraiment j'abuse du ratio. Et pour moi, 70% de la réussite d'un sales, c'est l'infopreneur. Ouais. Mais c'est C'est ça, les c'est contacts, ouais, c'est... En fait, il y a plein de sales, déjà quand ils sortent de bonnes écoles de coaching ou de closing, qu'ils ont les bonnes bases, nous on le voit en recrutement, on se tape des formulaires avec genre 500 personnes d'applications pour les écosystèmes pour lesquels on bosse. Les premières choses qu'on regarde, d'ailleurs, si comme ça il y a des gens qui regardent et qui sont sales, ça va pouvoir les aider. Si déjà tu fais pas un loom en étant en horizontal, tu le fais en vertical sur ton téléphone à l'arrache, bah, ça dégage. La deuxième Ah ouais? chose, on va regarder, ouais, bah oui, oui. En fait, dans le monde corpo, c'est trop important. Enfin, on parle d'écosystèmes qui font plusieurs millions par an, enfin plusieurs dizaines de millions par an. Si tu peux pas prendre le temps d'être sur un PC ou de faire les choses propres et que tu le fais dans ton jardin en train de marcher, ça témoigne pas pour nous une envie d'avancer. Peut-être c'est des trucs tout bêtes. L'école de coaching d'où tu sors, nous on regarde beaucoup les écoles de Jeremy Miner ou de pas mal aux US. Et puis aussi c'est à quel point tu te donnes les moyens, tu te mouilles le maillot même dans le recrutement. Tu vas faire un Google Drive, on avait un sales qui a fait un Google Drive avec son pourquoi, une photo de ses enfants, etc. pour nous montrer qu'il était in ou ce genre de choses. Et en fait, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire, si demain, tu as les bons contacts, que tu te donnes les moyens et que tu es recommandé comme une satisfaction client, tu passes plus les barrages de recrutement. Tu es déjà dans l'écosystème avant même. Donc, tu mets une vitesse à tout le monde. Ouais. Mais je pense que pareil, tu vois, ça se joue sur la personnalité. Pour moi, ça. Et c'est pour ça que le Loom, c'est un très bon exo, c'est que ça ment pas, un Loom. Un Loom, et on parle même pas de chiffres, tu vois. Moi, encore l'autre fois, j'ai analysé un. Enfin, j'étais en train d'écouter des Looms pour une offre dans l'éducation. Mhm. Et en fait, je sais pas vous, hein, mais au Loom, moi, je sais, je prends qui. Je les ai pas eu en ITV, hein, mais au Loom, je sais, je prends qui. Je sais pas vous. Après, tu confirmes pendant l'ITV, mais moi, au Loom, je me dis, ouais, moi, je sais, je prends qui. Quasiment. Après, tu peux te tromper, tu vois, mais je sais pas 100%. vous. Mais on voit de ces choses des fois en candidature. On en a eu 300 sur février, vu qu'on recrutait sur les deux sales teams en même temps. Et on voit des mecs qui nous disent pourquoi moi je devrais travailler avec vous. Tu sais, ils se sont, enfin, le principe du closing, ils se disent non, mais c'est moi, je dois retourner la question, etc. Ils nous disent mais pourquoi moi je devrais bosser avec vous dans le formulaire, où ils font pas loom, où ils font un loom, ils sont dans leur lit, on a vu, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est des trucs qui nous paraissent ultra simples pour nous, mais en soi, sur 300 il y en a 30 qui arrivent à faire, même pas, qui arrivent à faire un bon loom correct. Et on se dit mais comment c'est possible? Mais 100%. Moi, alors, je sais pas vous, hein, mais par exemple, moi, typiquement, là, si on devait donner un peu de value à l'audience qui écoute, tu vois, sur cette question, parce que vous, c'est quoi la question genre, où ils te répondent pourquoi on devrait te prendre toi? Ouais, nous, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on choisirait un profil comme le tien et pas un autre pour X entreprise? Donc, par exemple, pour Michael ou Business ou pour Ultra. C'est la question qu'on pose tout le temps. Moi, t'as vu, typiquement, pareil, moi, si de toute façon, là, je vais m'exposer un peu, tu vois, mais moi, sur un truc comme ça, euh, tu dois pas. En fait, c'est du vu et revu de dire ouais, pourquoi c'est moi? Mais non, en fait, tais-toi, c'est très bien que c'est toi qui aujourd'hui a besoin d'eux, tu vois. Moi, j'irais beaucoup plus sur le fait d'exposer à quel point tu connais l'avatar, à quel point tu t'identifies à l'infopreneur. Parce qu'en fait, et surtout sur un loom comme ça, sur un loom, pardon, comme ça, tu dois montrer que tu respires l'ADN de la boîte. Écoutez, moi j'ai vu tel contenu de Mika par exemple, j'ai vraiment kiffé et moi ça me tient à cœur de closer sur une offre où je vais me battre pour ça. Et quand je vois ce que Mika il propose comme offre, le fait d'aider les gens à faire le 0 to 1, moi ça me passionne parce qu'en fait les mecs qui l'aident, c'est les mecs comme moi d'il y a 3 ans. Et tu vois, et c'est transmettre ce mood-là. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est quand tu poses une question dans un formulaire, tu évalues déjà la capacité du sales à closer. Est-ce qu'il part sur du rationnel ou est-ce qu'il part sur de l'émotionnel? L'émotionnel, c'est la vente. Donc, toutes les questions émotionnelles, nous, on les garde. Donc, oui, effectivement, c'est s'identifier à la vision de l'infopreneur, montrer que tu es transporté par le projet. Dans le Loom, tu vas pas nous vendre. Alors, tu vas évidemment présenter tes chiffres à la rigueur, mais tu nous vends pas bah, le rationnel, les features, ce qui tu es. Tu vas nous vendre le résultat, ce que tu vas apporter à l'écosystème, comment tu mets en place les choses, à quel point tu es déter pour avancer. Donc ouais, moi je suis 200% aligné, je pense que Kylian aussi. Oui, carrément. Bah, d'ailleurs, il y a un des recrutements qu'on a fait. On lui a même pas fait passer l'entretien. Enfin, si, on l'a pris en call, mais on lui a dit, bon, bah, c'est tout bon, t'es pris. Bon, là, on va juste s'organiser. Tu vois, typiquement, ce qu'il avait fait, bah, c'est Mathieu d'ailleurs. Mathieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un truc top. En fait, il a dit, bah, moi-même, j'ai eu mon entreprise physique
j'ai fait XXXX et j'aurais rêvé d'avoir un accompagnement ultra quand j'en avais besoin. Je comprends à 100% la cible et X. Donc en fait, lui-même, ça aurait pu être notre client de rêve par le passé. Dans son Loom, il a fait exactement ce qu'on voulait. Il nous a cut les passages de ses calls pour qu'on ait que les points importants. Il nous a chapitré. Il a mis une photo de son bureau avec ses notes. Il a mis une photo de lui avec sa famille, avec, marqué mon why et ce pourquoi je vais avoir X% de taux de closing. Enfin, il a fait un truc de malade. Et juste ça, tu vois, que le mec, il est à fond et que ça va être un bon closer derrière. Et il se préparait à nous closer en entretien aussi. On lui a dit non, non, c'est bon, t'es pris, on va juste poser des questions. C'était très très drôle. Ça t'est déjà arrivé, Mehdi? Des gens qui, en tout cas sur un profil comme ce que vous avez là, Non, où tu sais déjà, genre en fait tu démarres le call, tu fais pas passer l'entretien orthodoxe, tu dis vas-y c'est bon, c'est déjà pris quoi. ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais par exemple, tu vois, moi, jusqu'à un moment donné, je vais faire une sorte de pseudo. Moi, de base, ma trame, c'était de me dire, je prends tous les looms, donc je prends tous les typeforms, je les écoute un par un, grossièrement. Et après, sur les présélections, je fais une ITV de groupe. Et là, tu les confrontes un peu plus live, tu vois. Mais moi, je sais qu'à un moment, il fallait speed son recrutement, parce que voilà, il y avait eu XY. Et moi, la vérité, c'est que je savais déjà, tu vois. Mm. Sauf gros flop pendant le call ou c'est retournement de situation, Mm. j'étais déjà quasiment sûr de OK. Ouais, ça, je sais que je prends. Et encore une fois, c'était même pas forcément sur la bouteille ou quoi, c'est même pas de chiffres. C'est que sur l'humain, tu dégages une énergie, un truc de OK. Toi, je sais que tu pars à la guerre s'il faut, tu vois. Et par contre, typiquement, moi c'est. Et ça, je l'ai eu récemment. Quelqu'un qui disait par exemple, alors moi je close, hein, je suis pas de setting genre. Moi, pour moi, je sais pas vous, pour moi c'est un red flag de fou. Bien sûr. Parce que je me dis en fait, parce que même, admettons même qu'on n'ait pas besoin que tu settes. Admettons. C'est que demain il y a un pépin organique, demain il y a un souci méta, demain il faut aller chercher à manger, en gros on peut pas compter sur toi. Tu vois? Exactement. Et pour moi, ça montre déjà une non-intelligence, comment Ouais. dire, sociale. Tu vois, en fait, le closer, c'est de la psychologie humaine. Donc, quand il fait sa réponse au formulaire, même si ce qu'il dit est pas vrai, dans le sens où je suis prêt à faire X, je suis prêt à faire ça, on s'en fout. Mais en fait, il se pose la question, qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on me dise si j'étais à la place du head of sales? Tu vois, Hmm. typiquement, quand j'ai postulé chez Loïc et chez Rémi, je disais même, je dis pas qu'il faut le faire ou que c'est bien ou que c'est pas bien, mais je disais même, je suis tellement sûr de pouvoir t'apporter du résultat que je suis prêt à prendre des calls gratuitement le premier mois. Si je close, tu me gardes et je suis payé à partir du deuxième. Si je close pas, tu me vires. En fait, il faut montrer que tu as envie, il faut te mettre à la place de la personne, faire en sorte qu'il ait aucun risque, qu'il puisse compter sur toi. Et si tu mets déjà de la friction alors que vous ne bossez pas encore, ça fait pas de sens. 100%. C'est comme, il y a une question qu'on pose beaucoup avec Kylian dans nos recrutements. C'est, du coup, vu qu'ils savent qu'on est les deux HOS, question qu'on leur pose, c'est est-ce que demain tu aimerais devenir HOS? Est-ce que tu vas tout donner pour le devenir? Ou alors, qu'est-ce que tu penserais de X poste? Bah, évidemment qu'ils ont tous envie de le devenir, mais c'est de l'intelligence. Tu vas pas t'adresser aux deux HOS qui sont chargés du recrutement en disant à la personne, ouais, bah, je vais vouloir prendre votre place. En fait, même si nous, on le sait, typiquement, c'est le travail de commercial, de closer en ligne, bah, c'est un peu la guerre. C'est-à-dire, tout le monde essaie de devenir le top closer, puis de monter, gagner plus de cash, avoir plus de reconnaissance. Quand tu es en recrutement, t'es même pas dans la boucle. Attends avant de vouloir montrer, tu vois. Donc ça, c'est des petites questions et des choses qui sont pratiquées par beaucoup. En tant que closer, faites attention à ça, quoi. Yes. Bah, par exemple, tu vois, admettons même que, pour moi, tu as raison sur ce point-là. Mais admettons même qu'on part du principe, et je sais pas vous, moi, admettons que, vas-y, le mec, il prend la route de, je vais dire, je vais être 100% honnête, je veux être HOS plus tard. Moi, comment je l'exposerais, tu me dis ton avis, si ça marche toujours pas ou pas, de toute façon, c'est un débat d'idées, tu vois. C'est que moi, c'était vraiment toujours la full transparence. Je lui dis, écoute, pour être 100% transparent avec toi, j'ai comme vision de pouvoir évoluer. Maintenant, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je sais que vous avez aussi votre vision à vous, que c'est vous qui gérez. Et moi, je pars du principe que d'abord, j'ai mes preuves à faire, que j'ai beaucoup à faire. Et demain, si vous, ça scale, que tout se porte bien pour vous, que vous avez besoin de déléguer peut-être une partie de la chose parce que ça a tellement bien marché pour vous, bah, je serai dispo et ouvert pour évoluer dans ce sens-là. Mais très loin de moi, l'idée de venir dire, vous me recrutez, je prends votre place. Non, c'est s'il y a besoin de moi que je peux vous aider, je le Ouais, ferai. bien sûr. Moi, pour moi, déjà, c'est une approche. Déjà, le mec, il est beaucoup plus transparent. Et par exemple, moi, c'est ce que je. Admettons que demain, je passe chez vous, ce que je dirais. Tu vois. Parce que c'est pas mon. Parce que, en fait, même si le mec. Les deux sont bien, tu vois. Même si le mec, il ose pas te dire qu'il aimerait, bah, il reste à sa place. Mais maintenir ton humilité en disant j'ai telle ambition, néanmoins.
je vais me buter pour. Et buter pour déjà réussir le step 1. Et je sais que les montagnes sont composées de petits cailloux. Bah, je suis prêt à aller d'abord faire les petits cailloux avant d'arriver à la montagne, tu vois. Bien Ok. sûr, au besoin, etc. Et je pense que quand tu montres que tu es au service de l'autre et que t'es pas là pour venir, ouais, bah, je viens de prendre ta place alors que t'as rien prouvé, t'as rien fait, tu vois. Je pense que c'est surtout la façon dont on l'amène. Je sais pas ce que vous en pensez. 100% Ouais. d'accord. Tu Bah, vois. tu peux tout dire, c'est comment tu le dis, puis évidemment comment tu montres les choses. Donc ouais, carrément. Une question qu'on aime bien poser à Mehdi aux gens qu'on a en podcast, c'est quoi la meilleure anecdote que tu as eue en closing? Euh, moi, c'était. Une des meilleures anecdotes, moi, c'était menace de mort, je crois. Ok. En gros, ouais, Ça parle. dinguerie. En gros, j'en ai plusieurs. Ça, c'est la plus fun, on va dire. En gros, c'est quelqu'un avec qui j'avais eu un call. En plus, c'était pas en ramadan, tu vois. Donc, en gros, bah, forcément, t'es un peu décalé, etc. Mhm. Et je vois, on m'appelle. Mais genre, peut-être, je sais pas quelle heure du mat, tu vois. Et je réponds pas, parce que je te connais pas, en fait. Et je dis, écoute, en gros, je vois, je crois, moi, je crois que j'ai le numéro. Je dis, écoute, bah, dis-moi c'est qui, sinon je te bloque, tu vois. Et en fait, c'est le mari d'une prospect que j'ai eue. Mhm. Et en gros, c'était un truc du genre. Il dit, je sais pas, que j'ai voulu genre draguer sa. C'était un truc lunaire, tu vois. Genre, t'as voulu draguer ma femme, limite, t'as été bizarre, alors que. Enfin, rien à voir. Et tout d'ailleurs, si c'était bizarre, je n'aurais pas parlé en podcast, tu vois. Et quand il me sort ça, genre, c'est lunaire. Et vraiment, il vient me dire quoi? Et à l'époque, j'étais chez un entrepreneur. Ouais, je vais venir vider un chargeur dans vos locaux, blabla, machin. Ouais. C'était menace de mort, quoi. Et vraiment, le mec, vraiment, déter, c'est genre, il était en pétard, le mec, tu vois, vraiment. Le souci, c'est que moi, à l'époque, en plus, je rentre dans son jeu. Alors que bah, j'étais rentré dans le trash talking, tu vois. En fait, c'est parce que ça m'avait saoulé. Parce que moi, autant, tu sais, sur des malentendus, etc. Parce que des fois, quand t'as des épouses, etc., je peux totalement comprendre. Admettons qu'il y ait même un malentendu, on en parle, tu vois. Écoute, c'est toi qui as eu ma femme en call, etc. On en parle. En fait, de toute façon, d'une, le call, si besoin, il les record en fonction du call. Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, bon, on a vu, de toute façon, c'est un couple, c'est un duo, ils vont pas fonctionner l'un sans l'autre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de quiproquo de malentendu. Et en fait, c'était, je crois, si je me trompe pas, moi j'ai parlé avec, du coup la femme. Il y a peut-être des propos qui ont été déformés, qui ont été ramenés au mari, un truc comme ça. Et forcément, le mari, il vient avec sa version de l'histoire, tu vois. Il vient avec sa vision de la carte. Et donc après, tu te prends une rafale, tu vois. Dis-moi que tu l'as closé, Mehdi, après. C'est le truc de foot. Ouais, ouais, grave, Ouais. c'est le mec, écoute, le mec, il Il a réfrène. pif à 12K, il était minuit et demi, je l'ai appelé. Ouais, Écoute, écoute, ça a eu finalement, quel impact sur ta vie le fait que je séduise ta femme? Comment tu te sens par rapport à ça? Ça mais a été un refund du coup ou tu l'as gardé quand même dans le programme? non, en fait, non, mais c'était pas un close, en fait. En gros, c'était Oui, c'est parti. un appel. En fait, c'était Ah, la suite d'un appel. En gros, c'était parti pour être grossièrement follow-up, si je me trompe pas. C'était parti pour ça. ok. Et en plus, moi, entre guillemets, il n'y avait pas enfin, quand il me dit ça, moi, c'est le jour et la nuit, tu vois. Entre Ok. guillemets. Moi, ça part d'un message où, en gros, je dis, écoute, s'il y a besoin de quoi que ce soit, en gros, on est là, tu vois. Et on est là où je suis là. La vérité, je sais plus comment je l'avais formulé, tu vois. Mais rien d'ambigu dans tous les cas, tu vois. Enfin, et en fait, c'était. Donc, non, pas du tout. C'était pas du tout parti pour un close. Il y a pas eu de refund parce qu'il n'y a pas eu de clause de base. Ah, je pensais que tu avais closé la femme, ok. Non, du tout. Mais moi, j'avais déjà eu quelqu'un. Bon, ça, c'était vraiment tendu. C'était les personnes en grosse instabilité psychologique, tu vois. Ou des Ok. personnes, tu te dis limite, enfin, c'est des personnes qui ont peut-être fait des tentatives de suicide et tout. Mhm. Ça, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd mentalement parce que tu portes déjà une grosse responsabilité. Et moi, j'aime bien souvent dire j'aime bien dire que quand tu es closer, si tu fais pas le maximum pour aider ton prospect, c'est de la non-assistance à personne en danger. Hmm. Parce que théoriquement, tu pars du principe où si ton produit peut vraiment changer sa vie, et que toi, tu mets pas toutes les causes en place pour qu'il réalise ce qu'il faut réaliser et que tu l'aides pas à vraiment prendre sa position, bah, t'as pas tout fait. Donc, t'as potentiellement pas aidé quelqu'un qui était potentiellement en danger. Je sais pas ce que vous en pensez. 100% c'est Je ta pense par la même culture. responsabilité que de l'aider. Hmm. Hmm. Ouais, Enzo? puis ça, faut avoir un bon produit. Ça, c'est la deuxième chose derrière ça. Il y en a beaucoup qui appliquent ça, mais ils ont un mauvais produit. Donc là, c'est un meurtre. C'est- Mais je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'en Europe, on est quand même beaucoup mieux loti en termes de product qu'aux US. J'ai l'impression. Ouais. En fait, c'est parce que c'est en proportion.
vu qu'il y a plus d'acteurs, du coup, il y a aussi plus de négatifs. Et vu que le négatif prend toujours pas sur le positif, quand on regarde les médias ou potentiellement le retour des gens, bah, si tu as un échantillon de 1000 personnes et que tu as 70% de scam, bah, tu vas avoir 700, alors que si tu en avais 100, tu en as 70. Du coup, bah, ça fait plus de bruit. Après, c'est vrai que pour la culture sales, le fait que quelqu'un ne réussisse pas, c'est toujours mis sur la tête du client au sales. J'en parlais avec Hans la dernière fois. Le CSM, il va toujours dire à la personne, bah, c'est ta faute parce que XXX, t'as pas mis le volume, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, et quand même essayer de l'upsell. En France, on est sur un marché où les gens, ils ont peur de la dette, ils ont peur de plein de trucs. Dès qu'il y a un produit qui marche pas, tu te prends un impayé et puis tu peux pas récupérer le gars. T'as intérêt d'avoir un bon produit, tu vois. Ouais, mais surtout qu'en plus, il y a beaucoup moins de. Déjà parce que, économiquement parlant, t'es pas sur des grosses bases de cartes de crédit comme ils ont aux US, tu vois, où en fait, les gens, si je me trompe pas, ils passent. Enfin, ils partent tous déjà, entre guillemets, dont on va dire un sort de négatif. Ou en tout cas, ils ont un accès à la dette beaucoup plus simple que ce que tu as en France. Ou en France, déjà, c'est beaucoup plus restreint, l'accès à la dette, à l'endettement et tout. Même si y en a qui l'ont, tu vois. Euh, mais typiquement, je pense, et moi, je l'ai toujours maintenu, et j'aimerais votre avis là-dessus, c'est qu'un très bon sales francophone, il éteint un closer US. Pour moi, il y a zéro débat. Ah, Il y a débat. Je pense qu'il y a là, débat. Ah je ouais? pense pas. En fait, aux US, il y a tellement de sales qu'il y a énormément de très bons sales. En France, pour moi, il y a, bon, déjà, il y a du sales, mais il n'y en a pas autant, bien sûr, qu'aux US. En fait, c'est beaucoup plus polarisé, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il y a quelques très bons sales sur le marché FR, mais sinon, 90%, ils sont mid. Là où sur le marché US, du coup, il y a beaucoup de bons sales pour moi, vu qu'il y a beaucoup plus de volume. Je sais pas, c'est un débat. Toi, t'en penses quoi, Enzo? Moi, je suis d'accord. En fait, il faut le voir, mais t'as, enfin, c'est peut-être aussi la barrière de la langue, mais beaucoup de Français vont se former aux US, dans les écoles de closing US, Jeremy Miner, ce genre de Andy choses. Elliott et tout, non? Comment? En fait, après, Andy Elliott, c'est beaucoup plus, c'est aussi beaucoup du physique, je Andy pense. Elliott, c'est plus call calling, enfin, c'est pas Et pareil. Et puis, c'est B2B. possible. Limite, je pense, avec Josh Lyons, peut-être, tu vois. Ouais. Bref, et enfin, il y a très peu d'US qui s'intéressent au marché FR, donc s'il y avait les meilleures compétences sur le marché FR, on pourrait imaginer qu'il y aurait quand même beaucoup de closers US qui essaieraient de nous les piquer, chose qui n'est pas le cas. Après, il y a aussi l'ego des USA, il y a plein de trucs, mais En je fait, sais pas, en vrai. alors, je vais essayer d'argumenter le point pour que vous l'ayez un peu, peut-être que vous avez aussi ce point de vue-là. C'est qu'en fait, pour moi, l'audience occidentale, le prospect occidental, fait partie des audiences avec peut-être avec l'audience chinoise les plus dures à closer. Ok? En termes d'éducation, en termes de culture, etc. Ok? Euh, le français moyen, le francophone, bah, non, le français moyen, parce que le francophone, t'as aussi Canada dedans. Le français moyen, il va beaucoup, je sais pas si on dit même, c'est un gros épargnant, il va beaucoup thésauriser. Tu as beaucoup la crainte de, c'est ma sécu, c'est à moi, j'aime bien avoir. On sait qu'il y a des gens qui ont des épargnes de fous en France. J'ai plus la Ouais. stat du nombre d'argent qui sont bloqués sur des PEA ou je ne sais quoi. Les gens, ils ont à mort d'argent de côté. Tu vois. Alors qu'aux US, la culture de base, c'est invest in yourself, c'est beaucoup de on y va. Pour moi, quand tu as été confronté au marché francophone qui est très dur, qui est très méfiant, qui n'a pas cette habitude d'investir en soi, que tu as eu. Parce que je pense qu'on a beaucoup. Aux US, ça ne m'étonnerait même Tu pas penses, Mehdi, tu vas aux US, tu fais un carnage? maintenant, euh, maintenant, alors là, maintenant tu mets sur un marché là, maintenant, non. Mais je pense que tu me laisses quelques semaines, ouais. Parce que, Ok. en gros, je pense qu'en plus, tu as le charme du francophone. Parce qu'ils savent que tu as un anglais même avec un peu d'accent. Et les gens, je pense qu'ils vont aussi grave matcher avec ça. Hmm. Ouais. Ouais. Mais 100%, on voit Moi, je suis trop mauvais en anglais pour closer. J'aurais 2% de taux de closing. Il faudrait vraiment que j'apprenne Je l'anglais avant comprendrais de pas ce que tu me dis. mettre sur le marché. Mais pour moi, 100%, on voit En fait, au-delà que les closers sont meilleurs, pour moi, c'est plus simple de closer, effectivement, de par le mindset et les conditions des leads. Typiquement, on avait lancé avec un infopreneur pour qui j'étais head of sales sur le marché canadien.
Et Hmm. donc, on avait des taux de closing sur le marché canadien qui étaient vraiment meilleurs, alors que c'était les mêmes ads, que c'était les mêmes closers, etc. En fait, on voyait qu'ils avaient ce mindset de bon, bah, on s'en fout, on y va, on tente, on verra. Ils sont payés chaque semaine aussi. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que c'était plus simple de closer. Et également sur le marché africain, bon, on ne prend pas d'école africain, mais en fait, c'est un petit peu la même chose. Pour eux, tout est possible. Tu vois, on leur dit, bon, bah, on va atteindre X et on va faire trois fois plus, on va faire ci, on va faire ça. En fait, c'est des marchés sur lesquels il y a beaucoup moins de croyances, comme on peut retrouver en France Oui. ou en Europe. En fait, t'as beaucoup moins Ouais. de chemin à faire. 100%. T'as le rêve américain en fait. C'est les mecs qui Mm. sont en mode bah, let's go quoi. Et il y a les leviers de dette aussi, où bah, en fait t'as des familles qui ont accès à des leviers de dette beaucoup plus élevés aux États-Unis. Même l'école en fait, juste avoir accès à l'éducation, ça coûte parfois des centaines de milliers d'euros pour les grosses écoles aux États-Unis. Du coup, quand tu leur sors une formation à 10K, ils sont en mode bah ok, ça C'est me obvious, permettra. en fait, c'est obvious, tu vois. Mais Ouais. moi, par exemple, j'ai déjà fait un call de closing en anglais, et franchement, c'était dur. Parce que, déjà, t'as la différence d'anglais. T'as l'anglais britannique, qui n'est pas le même que l'anglais américain, déjà. Mm. Et t'as l'anglais de quelqu'un qui est étranger aux US, par exemple, tu vois. Donc déjà, il faut réussir à se comprendre. Le temps que l'info, elle monte au cerveau, tu dois prendre la pattern que tu as en français, la traduire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, t'inquiète. Euh, et en fait, ça te fait un bourbier, quoi. Ça te fait un bourbier. Du coup, si t'as call, est-ce qu'on cut ou est-ce que je continue avec Kylian? Comment on gère? J'ai call à midi exact, Kylian. Ouais, comme vous voulez, on peut continuer un petit quart d'heure, 20 minutes si tu veux, pour que ça dure quand même un petit peu de temps. Ouais, On fait t'inquiète. quoi? On fait une intro avec Enzo quand même pour la fin maintenant que tu mettras après? On fait comment? Euh, peut-être l'outro, tu voulais dire? L'outro. Une outro, pardon. Ouais. Bah, alors, yes, on peut faire la. De toute façon, dans tous les cas, moi, il n'y aura pas de cut. Donc, en vrai de vrai, on peut faire la outro now. Donc, vas-y, faites la outro. On continue avec Kylian après. Et si on fera un épisode 2, moi, j'ai kiffé. Je sais pas ce que vous en avez Ouais, pensé. carrément, la même. Non, c'était vraiment top. Bah, non, c'est juste merci pour l'invitation. C'était top. Au plaisir de se faire cet épisode 2 et de suivre un petit peu Mehdi continue ce que tu fais. Parce qu'en plus, du coup, tu formes des sales qui deviennent bons. Ensuite, il y en a certains qui viennent chez nous pour devenir encore meilleurs parce que du coup, toi, tu fais le 0 to 1 et nous le au-dessus. Donc, c'est top. Et puis, je vais vous laisser continuer, les gars. Je suis désolé pour Vas-y, l'impératif. t'inquiète. Vas-y, ciao, Ouais. ciao. Fais attention À à tous. toi. Ciao. Ah, Euh, carrément, ça m'a fait rire. En fait, j'étais sur Insta et je suis tombé sur un de tes shorts et j'ai vu un de nos élèves dans ton coaching. Et en fait, il est passé chez toi et après, il est venu chez nous. J'ai bugué quand je l'ai vu, c'est Abdul. ouais, Abdullah, ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a fait rire. Ouais, bah, en fait, en plus, il m'avait dit. Enfin, en fait, il m'avait justement dit. Enfin, il m'a dit. C'est Enzo qui m'avait dit, du coup. Attends, je crois que ça a cut. Ah ouais, en fait, t'as freeze. Ouais. Faut qu'on le place, la bulle. Tac, normalement, ça va se remettre. Normalement, si on laisse quelques secondes, ça va se remettre. De toute façon, là, tu m'entends, théoriquement. Oui, je t'entends. J'ai juste pas la caméra. Attends, ça va se remettre. Ça met un peu de temps, c'est relou des fois. Bon, le temps que ça se remette, continue. En fait, ouais, Enzo, il m'avait dit Enzo. Que du coup, il y avait lui. Je sais pas s'il y avait un autre aussi, mais ouais. Ouais, c'est possible, j'ai pas l'info. Mais C'est c'est quand j'ai mis possible. des extraits de coaching. Mais non, pour y revenir, du coup, moi, d'un call que j'ai eu en closing en anglais, ah, c'était vraiment pas. C'était vraiment. C'était tough. C'était tough. Et en plus de ça, bah, tu dois prendre toutes tes connaissances et les translate. Attends, je vais essayer peut-être de changer de cam. Tu dois Ouais. prendre toutes tes connaissances et les translate, en gros, les traduire au. Au purée, au marché US. Et donc, du coup, des fois, et en plus de ça, on n'a pas les mêmes expressions, tu vois. Mm. Tu veux dire, un truc bête, hein. Dire d'une pierre deux coups. Tu veux dire demain, je sais pas, une phrase bête. Euh, Normalement, je vais mettre la cam du MacBook, comme ça, au moins, tu m'as. Ouais, ouais, Hop, c'est tout yes. pour la fois. Euh, D'une pierre deux coups. Plein d'expressions que tu as même, le fait de reframe plein de choses, c'est archi dur. Pour moi, c'est pas travailler, tu vois. C'est pour ça que quand je dis, tu me laisses quelques semaines, c'est le temps que peut-être que les patterns, tu puisses limite les réécrire et puis les apprendre, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair. D'ailleurs, il y a une question que j'avais posée à Mathis Clouet. Lui, il avait dit que pour lui, c'était différent, sauf erreur. Est-ce que pour toi, tu peux réutiliser exactement ce qui se fait sur le marché US en termes de closing? Si demain, je prends un accompagnement avec Josh Lyon, pardon, Cole Gordon, Jamie Miner, peu importe, et l'adapter au marché français, ou pour toi, il y a des nuances et c'est pas la même manière de closer? Ah, pour moi, il y a des nuances. Pas du tout. Pour moi, vraiment, il y a des nuances. C'est une erreur monumentale de reprendre les trucs des US. Ouais, ça marche. Ils sont trop forts. Non.
Parce qu'en fait, tu fais ça pour moi, tu te craches. Mm. Tu vas te manger un crash monumental, ça va te choquer déjà. Parce qu'il y a des nuances, le public, c'est pas le même, les croyances, c'est pas les mêmes. Et ce que tu fais sur un call aux US, mais tu te manges un dépôt de plainte en France pour ça, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Non, 100%. Ils sont beaucoup plus rouges, beaucoup plus dans l'argumentation de manière générale, plus pushy, challenge plus les leads. Là où avec des FR, pour moi, il faut s'adapter davantage, être plus smooth dans les questions qu'on va venir poser, dans le fait de challenger le prospect. C'est quand même différent, il y a des grosses nuances. Ouais. Pour moi, en plus de ça, faut être les US, si tu regardes un peu des fois les façons de closer, c'est ça, ils te challengent à mort. Ils sont. En fait, sur un prospect FR, si t'es pas habitué, tu dirais, mais c'est des pushy, ils sont en chien d'argent et tout. Tu dirais, purée, le mec, ils ont. En fait, c'est ce que là-bas, c'est une culture. Et que ce qui pour nous est pushy, eux, c'est le standard. Tu vois. D'accord. Ils se disent, ils me challenge, c'est un bon, c'est bien. Là où ils se disent, ils forcent en France, 100%. Ouais. Mais après, tu vois, ce serait. Je pense que le juste milieu qu'on a, c'est l'audience canadienne. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. Parce que t'es sur une. La mentalité US a été un peu fusionnée là-bas. Mm. Et t'as le côté, bah, en fait, ils parlent francophone. Donc t'as pas la barrière de la langue et puis c'est cool, quoi. Tu vois. Ouais, non, carrément. Mais on a vu hein, la différence, c'est ce que je disais sur le marché canadien. Toi, tu as déjà closé directement sur le marché canadien? Toi-même en tant que sales? Euh, Alors, c'est pas sur le marché canadien, mais à l'époque, quand il y avait du ads ou même de l'acquisition, tu peux avoir du prospect canadien qui tombait dans le filet, en fait. Mm. Des fois, tu vois. Mm. Et je crois que j'avais écouté un call avec un sales à l'époque. Et c'était un prospect canadien. C'était une prospect canadienne, je crois. Et ouais, c'est insane. En plus, des fois, peut-être d'être très très drôle à écouter les calls, Mm. c'est mindset différent. Des fois, c'est des Ouais. gens qui ont 3 fois moins que des gens en France, hein. Mindset de ouf. Et tu sens Mm. par contre une coachabilité qui est beaucoup plus grande quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Ou en France, on je est suis sur une d'accord. grosse déresponsabilisation. Ouais, C'est un peu la c'est la faute de faute de l'autre et tout. l'État. Ouais, C'est la faute de l'État, du gouvernement, ça marche pour personne, c'est pas le bon moment. Non, ça, c'est des trucs qu'on retrouve souvent quand on écoute les calls des sales. Alors, un petit peu moins sur le côté B2B, vu que c'est déjà des entrepreneurs qui sont déjà dedans, il y a quand même un petit peu plus de mindset. Et sur du B2C, comme chez Mika, d'autres sales teams qu'on a pu faire, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup plus. C'est qui pour toi allez, les trois meilleurs sur le marché FR en termes de closing et sur le marché US? euh, 3 meilleurs. Comment ça en termes de formation closing, en termes de. Formation, closing et ou sales. Allez, t'as le droit de mettre les deux. Euh, je vais. Forcément, si je vais nous exclure, enfin grossièrement, si tu t'exclus Sales, je dirais il y a Basile Vierne, très 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 bon. Mhm. Qui a été, je crois, chez Skelesia. Je sais pas si tu vois. Ouais, bah, il fait du cold calling, lui, beaucoup, sauf erreur, non? Ah non, non, je confonds, c'est... Ok, non, si, c'est bon, je vois qui c'est. J'ai confondu avec une autre personne de chez Skeleza. Oui, ok, c'est bon, je l'ai. T'as confondu avec Jules, je Augustin. crois. Augustin Augustin, c'est Tonnel, bon. Ouais. tu vois. Donc je te dirais ouais, que il y a Basile, Marché FR, il y a qui? Hmm, Après, c'est mon point de vue à moi. Et pareil, en fait, toi, tu parles de closing pur ou de gens qui font du 0 à 1. Parce que du coup, On peut dire c'est quoi closing pur. Ça sera plus closing technique. pur? Je dirais, bah, ouais, je mets Basile déjà. Mhm, Ensuite, deuxièmement, je te mettrais peut-être aussi. Tu sais, j'ai pas beaucoup de références francophones, hein. mhm, En fait, j'en avais un qui était là à l'époque, mais entre guillemets, il est plus forcément là. En tout cas, il est plus forcément, je crois, sur le marché FR, je suis pas sûr. mhm, J'ai pas trop de ref, hein. Et que j'aime bien, il y a aussi, t'as peut-être aussi Rachid Akbal, qui est pas mal. Euh, mhm, du coup, qui est HOS chez Jeremy Coleman. mhm. Et j'ai plus la ref. Marché Hmm. US, hein, si tu préfères. Marché US. Tu sais que je suis très mitigé sur le marché US parce que c'est vraiment des Mhm, écoles différentes. ouais, Tu regardes un Josh Lyons et un, et un, non, tu prends un Josh Lyons c'est un Jeremy Miner. Même s'ils sont pas très loin, c'est pas les plus diamétralement opposés, mhm, mais ça reste que typiquement, t'es pas sur les mêmes écoles. Et pourtant, t'es sur des personnes qui sont très très fortes, tu vois. Je dirais quand même Josh Lyons, parce qu'il mhm, match beaucoup avec l'idée que j'ai aussi, que la culture perso et ce que tu représentes en tant qu'humain dans la vie,
ça affecte les calls. Et ça, je suis grave d'accord avec ça. Ouais. Tu vois. Le fait Donc, que si t'as pas une culture perso, une hygiène de vie perso et que tu tiens, bah, c'est compliqué, tu vois. pour Compliqué moi, de. c'est même plus important, c'est qui tu es avant de comment tu closes. Tout part Mm. de là. Parce qu'en fait, ça se dégage de toi. Et ça, tu peux pas l'acheter, tu peux pas le. Tu vois, c'est toi qui tu es. Et entre guillemets, c'est dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu aimes, dis-moi ce que tu manges. Ça me dira entre guillemets qui tu es, tu vois. Mhm. Parce qu'on se rend pas compte, peut-être à quel point. Donc là, je parle vraiment de l'audience, à quel point le perso, ça peut influencer le closing. Et même, j'ai envie de dire, je dis, tu peux pas détacher le closing du perso. C'est Ouais. indétachable. C'est vraiment le plus important. Ah d'ailleurs, on avait un débat avec Enzo, c'est marrant, je te pose la question, je te dis nos réponses après. Pour toi, si on, sur un pourcentage, tu vois, de 100%, c'est combien de pourcents compétences et combien de pourcents mindset, le closing? Franchement, 70-30. Pourquoi les 70? 70% mindset, 30%. Si vraiment je suis dur, je dis même à 80-20. Ouais, Pour ouais, moi, 80% mindset, 20% skills, parce que les skills, ça s'apprend. Ça s'apprend à quasiment tout le monde. Le mindset, tu l'as ou tu l'as pas, hein. mm, 100%. Ça En peut se fait, développer, tu vois. Je dis pas que c'est impossible à avoir si tu l'as oui, pas. bien sûr. Mais que apprendre des skills, c'est très facile. C'est très Ouais, simple, plutôt. Apprendre un mindset, c'est long, c'est dur. mm, Tu vois. exactement. D'autant plus dans le closing. En fait, le closing, on se rend pas compte. Après, ça dépend si on fait du closing, on prend ses 3 calls par jour, on est à Bali, il y a deux types de closers. Ou si on fait du closing, on est là pour performer, on a 7 à 10 résas par jour et on veut aller chercher du 100, 200, 300 k mois de closer. En fait, on est tout seul à la maison en règle générale, donc on voit peu de monde. Il suffit d'avoir des calls où ça se passe pas très bien et on peut avoir un drop de mindset. Donc ça va assez vite. Après, on se met dans un cercle vicieux où on est plus attaché à la vente. C'est des choses dont il faut réussir à se détacher. En fait, si tu n'as pas un bon mindset, bah, dans un cercle vicieux, tu peux y rester 1, 2, 3, 4, 5 semaines et t'en ressors pas. En fait, c'est ultra important pour moi d'avoir des personnes qui te comprennent dans le domaine, avec qui échanger, réussir à se détacher des calls. En fait, à chaque call, ça se reset. Chaque call est différent. C'est pas parce que tu closes pas 5 calls d'affilée que tu vas pas closer les 5 autres. Réussir à avoir une moyenne. Il y a beaucoup de closers qui perdent énormément. On le voit avec Enzo, qui font 2, 3, 4, 5 mois de folie, mais derrière, il y a une grosse baisse ou c'est irrégulier. Pour moi, le mindset, c'est ce qui va te donner déjà les résultats et surtout la constance sur le long terme. Parce qu'un sales qui fait 500, 700 k en 6 mois, c'est cool, mais vaut mieux un closer qui arrive à tenir sur 1, 2, 3 ans. Ouais, mais après, pour moi, ça vient aussi de l'encadrement. Oui, bien sûr. Pour moi, si t'as des sales managers ou des head of qui sont très bons, qui te comprennent vraiment bien dans l'humain, c'est game changer. Mais Tu vois. c'est le plus important. Typiquement, quand il y a un sales qui ne close pas avec Enzo, on va pas faire des roleplays et traiter des objections avec lui. Non, on va venir comprendre en premier ce qui peut se passer sur le côté perso. Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Comment il se sent vis-à-vis du closing? C'est quoi sa vision sur le long terme? Qu'est-ce qui est important pour lui là sur le côté perso à aller chercher grâce au closing? Qui va vraiment le driver, sa vision. En fait, c'est que de l'humain. Il n'a pas désappris à traiter une objection ou à poser une question ouverte en 2 semaines. Non, c'est le côté perso qui a dû changer, sûrement. Mm. Ouais, 100%. Non, ça, je suis pour 100% d'accord avec toi. Et je pense que plus on préfère un podcast de 2 heures, je pense, sur le closing, parce qu'il y a tellement à dire sur le marché, même sur des questions peut-être qu'on aurait. Claire, je te remercie pour le temps que tu as pris avant tout. Ça fait vraiment plaisir, bah, toi et Enzo d'ailleurs. C'était vraiment cool qu'on puisse échanger. Je pense qu'il y aura une partie 2. J'espère, ça va vraiment être cool parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points à aborder. Et ça peut être archi cool qu'on puisse échanger là-dessus. Tu peut-être un mot de la fin, je sais pas. Carrément. Bah, merci à toi, Mehdi, pour l'invitation. Avec Enzo aussi, même s'il a dû nous quitter avant. Avec grand plaisir pour un épisode 2 qu'on pourra terminer cette fois avec Enzo. Yes, mais écoute, au plaisir. En tout cas, passe une très bonne journée, puis on se tient une juice. Vas-y, allez, à toute. À tout, ciao, ciao. Hop.